Bonjour tout le monde. Donc, au nom de la Société marocaine de chimie clinique et de biologie de laboratoire, je vous souhaite la bienvenue à cette session. Et bien sûr, avant cela, je n'omettrai pas de remercier les organisateurs pour leur invitation et de rendre un grand hommage à mon maître, le professeur Chbraoui. Alors, je pense que vous avez eu l'occasion déjà d'écouter la brillante intervention du professeur Damien Grusson sur les hormones thyroïdiennes. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire connaissance, donc avant que monsieur le professeur ne commence son intervention, je voudrais l'introduire et le présenter. Alors, professeur Grusson est directeur du département de médecine de laboratoire à la clinique universitaire de Saint-Luc. Il est également membre de l'unité de recherche en endocrinologie, diabète et nutrition à l'Université catholique de Louvain, membre de la division de techniques d'urgence à la Fédération internationale de chimie clinique et de médecine de laboratoire. Il est également membre du Club Thyroïde en Belgique et membre actif à la Société européenne de cardiologie. Donc, sans trop tarder, je vous propose de continuer notre voyage scientifique. Et donc, le thème qui va être abordé, c'est les facteurs de croissance et immunoanalyse, intérêt et challenge. Je vous en prie. Merci beaucoup, professeur Chabat, pour cette très sympathique introduction. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup. La pause lunch arrive. J'ai le plaisir de superviser de l'endocrinologie. Et alors que ce soit dans le cadre des bilans thyroïdiens, que ce soit dans le cadre ici des bilans de croissance, on a souvent le lien avec la comorbidité cardiovasculaire, ce qui est mon autre petit dada, les neurohormones et les marqueurs cardiaques. Et donc pouvoir essayer d'intégrer les deux est toujours un plaisir. Mon environnement de travail, Bruxelles, un hôpital académique, les cliniques universitaires Saint-Luc, qui sont juste ici. Vous avez les tours de recherche de la faculté qui sont là, et vous avez le labo qui est la tour Rosaline Franklin, qui reprend 6 étages. On a 12 000 m² de plateau technique, et on intègre 5 secteurs. Bioche, hémato, microbio. On a aussi un plateau de biologie moléculaire qui est un plateau partagé, donc multiservice pour l'ensemble des acteurs. Et on a l'anapath qui est aussi dans le département labo. Si vous venez à Bruxelles, n'hésitez pas à frapper à la porte, je serai heureux de vous faire visiter le labo. Si vous passez par Bruxelles, il n'y a pas que la biologie, il n'y a pas que la santé. Je vous invite aussi à aller découvrir les plaisirs bruxellois, qu'ils soient la Grand Place, chocolat, les frites. Mais je me suis promis de ne plus mettre de photos de frites dans mes présentations, même si une frite salée avec du sel iodé va nous aider contre la fonction thyroïdienne. Je dois déclarer un honoraire de speaker pour cette présentation et les conflits d'intérêts que vous avez déjà peut-être entendus dans la présentation. J'en mets un, j'ai changé la partie football. Achraf Hakimi, respect. La difficulté qui va arriver pour moi, appréciant beaucoup le Maroc avec la Coupe du Monde et le choc Belgique-Maroc dans les phases de groupe. Je suis désolé déjà à l'avance. Je ne suis pas responsable. Et alors, oui, les technologies émergentes, le retour sur la Lune, objectif Lune RG, on y est de plus en plus, et puis les progrès technologiques qui sont faits dans la quête de ces retours sur la Lune vont nous bénéficier dans les labos. Et en termes de technologie, de senseurs, de capteurs, bénéficient à des patients chroniques. Et c'est ce que la division de l'IFCC essaye d'accompagner dans ces technologies émergentes. Le chocolat, le meilleur chocolat du monde est belge. 85% minimum
noir, et je vous passe les bienfaits des polyphénols qui sont contenus dedans. Mais donc à recommander. On est dans le cadre, donc là, l'objectif aujourd'hui est de reprendre des facteurs de croissance. On est souvent sollicité côté labo pour des paramètres qui sont des paramètres hypophysaires, que ce soit dans le cadre d'une recherche d'une déficience ou d'un excès de synthèse en hormones de croissance. Mais on a aussi énormément d'autres tests hypophysaires qui sont utiles dans des bilans de fertilité, FSH, LH. On a le cas du bilan thyroïdien et la TSH. On a le cas de l'axe cortico-surrénalien, le bilan de Cushing et le dosage de l'ACTH, qui reste extrêmement intéressant pour faire la part des choses entre une production ectopique ou alors un diagnostic différentiel avec un adénome surrénalien. Et je vous passe aussi tout ce qui est bilan hydrosodé et le dosage de l'ADH, où on a un certain nombre d'intérêts. Mais donc l'hypophyse comme un acteur important dans la régulation hormonale, vous le savez déjà. Et puis derrière un certain nombre de cas qui sont des tumeurs hypophysaires. Et donc on va aller essayer de chercher l'excès de synthèse hormonale. Les prolactinomes notamment sont aussi un cas fréquent et un cas d'invasion hypophysaire et d'altération des autres, de la synthèse des autres hormones. Vous avez des labos qui sont impliqués dans ce bilan hypophysaire par la recherche d'hormones circulants d'un point de vue veineux, mais vous avez aussi des procédures qui sont des procédures plus particulières. Je pense notamment au cathétérisme des sinus pétreux, où on va aller monitorer au niveau des sinus pétreux qui irriguent d'un point de vue vasculaire l'hypophyse pour voir si on a un excès de sécrétion en local, et s'il y a un gradient, vous êtes peut-être parfois confronté à ce type de procédures qui sont des procédures qui sont invasives et deux sur lesquelles on ne peut pas se planter en termes de préanalytique et d'exécution parce que c'est lourd de conséquences pour le patient. Alors, le bilan de croissance. Ou le bilan d'un déficit de croissance ou le bilan d'un gigantisme. Hormones de croissance IGF-1 sont deux acteurs importants. Vous savez très certainement que l'hormone de croissance exerce ses effets avec un médiateur qui est produit au niveau hépatique qui est l'IGF-1, Insulin-like Growth Factor 1. Pourquoi ce nom ? Parce qu'il a une homologie de structure avec l'insuline, parce qu'il a aussi, comme l'insuline, des propriétés de régulation sur le métabolisme glucidique, et parce qu'en termes de récepteurs, on a aussi une proximité entre les récepteurs de l'IGF-1 et les récepteurs de l'insuline. Cet IGF-1 est extrêmement important aussi pour la croissance des muscles, trophicité musculaire. Et vous avez aussi cet axe GH-IGF qui est important dans le développement osseux et dans la croissance des follicules au niveau ovarien. Et donc on a un couple d'hormones qui est extrêmement important dans la croissance et le développement de l'organisme. Action locale de l'AGH et de l'IGF au niveau ovarien. Et donc on peut s'attendre déjà, quand on a des déficits en GH ou des anomalies de synthèse, à avoir des répercussions au niveau osseux, au niveau du bilan de fertilité, à un niveau beaucoup plus large que simplement le muscle. Alors, pour vous situer aussi, mais vous le savez peut-être, on est dans un jeu avec d'autres joueurs que simplement la GH et l'IGF. On a les protéines porteuses.
ce que l'on appelle les IGF-BP, Binding Protein, qui vont fixer l'IGF et quelque part définir la biodisponibilité de l'IGF. Le taux de protéines porteuses régule la biodisponibilité, et avoir accès à la mesure d'hormones, avoir accès en plus à la mesure des protéines porteuses peut être important. Je pense notamment à l'IGF-BP3 dans des bilans de croissance en pédiatrie. On a l'acide labile protéine ALS qui fait partie d'un complexe ternaire, qui est le complexe ternaire dans lequel circule l'IGF avant d'être distribué au niveau tissulaire. Donc on a ALS, IGF-BP, IGF qui est la forme principale circulante. Ce qu'on va mesurer avec les dosages d'IGF, et on reviendra sur le principe de dosage, ce sont des taux d'IGF totaux. Et donc on va avoir une étape importante de dissociation de ce complexe au niveau du dosage pour libérer l'IGF de ce complexe ternaire. Des IGF-BP, on a une famille assez nombreuse et vous retrouverez la principale qui est l'IGF-BP3, la mesure directe à nouveau intéressante dans certains bilans pédiatriques. Vous avez d'autres IGF-BP qui sont régulés parfois dans des pathologies comme l'insuffisance cardiaque, et vous avez un lien entre les taux de certaines IGF, la 5 notamment, et un facteur de sévérité d'insuffisance cardiaque. Donc on a une famille complexe. Il est évident que les dosages de ces protéines porteuses doivent être spécifiques de la protéine porteuse d'intérêt. Deux grandes pathologies dans lesquelles la recherche et la mesure de ces GH et IGF sont intéressants. Le déficit en hormones de croissance, l'insuffisance de GH, qui est souvent difficile à mettre en évidence, parfois sous-diagnostiqué, et qui est lié à un déficit de sécrétion de la GH au niveau de l'hypophyse. Et on est avec une prévalence qui est entre 1 à 2 pour 4 à 10 000 en fonction des zones. C'est assez caricatural, petite taille, densité minérale osseuse qui peut être aussi moins bonne, et retard de croissance qui amène les parents à consulter la pédiatrie ou la consultation spécialisée de pédiatrie endocrinologique. On a un déficit isolé idiopathique dans 80% des cas au niveau pédiatrique. Dans 20% des cas, ça peut être une origine génétique, une malformation congénitale, un traumatisme. Chez l'adulte, plus souvent, c'est un bilan tumoral, d'où la recherche d'autres hormones qui pourraient être en excès. Je reviens sur le prolactinome, atteinte chirurgicale, traumatisme vasculaire, mais donc ça peut arriver aussi à l'âge adulte, suivant ces différentes origines. Manifestation clinique, donc on est avec, en plus de la petite posture, de la petite taille, on peut avoir des répercussions sur le métabolisme glucidique, on peut avoir des hypoglycémies, on peut avoir des anomalies de développement au niveau des organes génitaux, obésité tronculaire, et un taux de croissance par rapport aux courbes standards qui n'est pas bon. On retrouve un bilan qui va être un bilan clinique avec les algorithmes de croissance en termes de percentiles par rapport aux courbes de la population de référence, que ce soit en taille, que ce soit sur le développement de certains organes qui est clinique. Et on se retrouve derrière avec la demande de conforter biologiquement une déficience. On va être biologiquement sollicité pour le diagnostic différentiel. Il est évident que le défi est de mettre en évidence cette altération de la synthèse de GH. Alors c'est jamais facile parce que vous le savez très certainement, la sécrétion de GH est pulsatile. Et donc on a des petits pics
de relargage de GH, mais au moment du prélèvement, on n'est pas sûr de tomber au moment du pic ou au moment du creux. Donc la GH n'est pas forcément le meilleur marqueur pour faire un diagnostic de déficit, et idem pour le déficit, pour l'excès de GH. Et donc le maître achat, c'est l'IGF1. Si la déficience en GH est présente, le déficit de synthèse en IGF, il est là. Et donc vous allez avoir des taux d'IGF1 qui seront anormalement bas. Et donc l'IGF est un très très bon marqueur d'exposition au taux de GH, que ce soit des taux trop bas ou que ce soit des taux trop élevés. Après, on peut aller voir des déficits d'autres glandes endocrines, que ce soit au niveau thyroïdien, que ce soit au niveau surrénalien. Et donc, on va avoir des bilans qui vont inclure des bilans thyroïdiens, qui peuvent inclure aussi des bilans au niveau du cortisol salivaire, qui est devenu un des standards pour juger d'un déficit ou d'un excès, et surtout d'un excès en allant mesurer à minuit. Et vous avez des bilans qui sont des bilans un peu plus larges, mais j'insiste sur le fait que l'IGF est un dosage fondamental pour aider le clinicien dans ses bilans de déficience ou d'excès de synthèse de GH. Après, vous allez avoir la mesure de GH qui est à faire. On fait la mesure de GH, on associe l'IGF. Ce qui va peut-être être intéressant aussi pour conforter des valeurs qui seraient borderline, c'est une hyperglycémie provoquée par voie orale. Donc l'OGTT ou l'HGPO est un élément important pour juger de la réponse en sécrétion de GH. On est censé freiner la sécrétion de GH en cas d'hyperglycémie. Et donc si on cherche un excès de GH, l'OGTT devrait permettre de diminuer et de normaliser la GH au nadir. Donc vous avez trois pans dans ce diagnostic: GH, IGF et surtout l'IGF, et puis quand il y a besoin d'une confirmation, l'hyperglycémie provoquée par voie orale, avec la difficulté que si on est dans un diagnostic d'acromégalie, la réponse peut parfois être paradoxale, avec des sécrétions anormalement élevées de GH. Donc retenez trois tests biologiques pour ce bilan, GH, IGF, hormones de croissance. Bon, j'avais repris un peu de musique pour ceux qui n'étaient pas à la plénière et qui n'ont pas eu la séance de musique. J'ai un petit... c'est de la musique belge. Voilà, donc vous connaissez peut-être Lost Frequencies, qui est un DJ belge. Et alors on récupère Question, c'est un de ses derniers titres, et c'est vrai que souvent on a beaucoup de questions des équipes cliniques sur les performances de ces dosages GH, IGF. Voilà, je vous laisse 30 secondes de pause musicale. Vous voulez une minute? Alors ne me dites pas que vous voulez danser comme dans la plénière. Oui. Oui, allez, on peut le refaire, hein, mais... on ramènera Lost Frequencies à la SMCC. Donc l'autre image, c'est l'acromégalie. L'acromégalie est le gigantisme qui peut se voir par la taille. On a des individus qui sont parfois très très grands. Vous avez des membres qui sont aussi très imposants, les mains. Et donc on a les géants, comme repris sur ces photos, qui sont avec... À l'inverse de la GH, ils sont au-delà de toutes les courbes de croissance. La question d'une acromégalie, donc de l'excès de synthèse de GH, va se poser. Exactement la même réflexion.
On a la problématique de la pulsatilité de la GH. Néanmoins, si on sécrète beaucoup de GH, les taux d'IGF vont être anormalement élevés. C'est un peu comme l'hémoglobine glyquée et le glucose. On a la mémoire de la GH qui est l'IGF-1. Symptômes pour l'acromégalie, morphological change, donc la posture, c'est caricatural. On peut avoir des problèmes cardiovasculaires, que ce soit de l'hypertension. Si on les prend trop tard, on peut avoir des cardiomyopathies dilatées qui arrivent. On peut avoir des problèmes de diabète et alors des problèmes ostéo-articulaires. Donc il y a toute une série de complications à l'acromégalie. C'est important de traiter l'acromégalie et donc de la diagnostiquer le plus tôt possible. Et voilà, vous voyez l'algorithme qui est celui qu'on retrouve sur UpToDate, l'IGF et le maître achat. Donc avoir un bon dosage d'IGF est super, super important. Et puis derrière, vous retrouvez ce que je vous racontais tout à l'heure, l'OGTT, et on est censé sous OGTT avoir un nadir de GH qui est, avant on avait le seuil de 1 nanogramme, maintenant on est plutôt à, vu les dosages qui sont hautement sensibles, des taux au-dessous de 0,4. Donc on va juger que la réponse est normale à l'OGTT si on descend sous les 0,4. Si on est au-dessus, on va plutôt avoir tendance à confirmer l'hypothèse d'une acromégalie. Mais pour ceux qui libèrent des taux d'IGF, c'est assez flagrant. On se retrouve parfois avec des 800, 900 nanogrammes et on est interpellé par des valeurs d'IGF. On les technique de manière quotidienne à Saint-Luc parce qu'on a une grosse consultation d'hypophyse et donc on a une séquence opérationnelle et une exigence des cliniciens en termes de TAT qui est quotidienne. Sinon, ce sont des dosages qui, pour une maîtrise des coûts aussi, peuvent se réaliser en série. Et donc, historiquement, en tout cas jusqu'à l'année passée, on réalisait ce dosage non pas quotidiennement, mais 2 fois par semaine pour des raisons plutôt opérationnelles et des raisons de coûts. Voilà une image caricaturale avec un patient qui avait consenti pour la photo, je le précise, à 900. Et on est à 10 ans après les premiers symptômes. Et c'est malheureusement quelqu'un qui a développé une cardiomyopathie et qui avait un tableau cardiovasculaire symptomatique, une dyspnée. Et donc le diagnostic a été fait trop tardivement. La valeur de GH au nadir, surtout pendant l'OGTT, est un élément intéressant. Et alors peut-être pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail pratico-pratique des dosages, on est sur des matrices, que ce soit la GH ou l'IGF, on est sur des matrices de sérum, donc ça c'est bien parce qu'on a un bilan hypophysaire qui, à l'exception de la CTH, va se faire sur sérum. À CTH, vous le savez peut-être, on est surtout avec de l'EDTA, un préanalytique qui est prélèvement sur glace, assez contraignant. Sur la GH, on est sur du sérum. On a une structure qui est avec un haut poids moléculaire, 2 ponts disulfure intramoléculaires. On a à peu près 7 à 8 pulses de sécrétion de GH par 24 heures. Il existe différentes isoformes de GH qui circulent. Vous avez la forme à 22 kilodaltons qui est la forme principale, à peu près 85 à 90% de la forme circulante, mais vous avez une forme tronquée au niveau de l'acide aminé 32 qui est une forme à 20 kilodaltons qui peut circuler aussi. Le dosage doit être un dosage standardisé pour reconnaître la forme principale et donc la GH 22 kilodaltons. Ça fait partie des recommandations pour le calibrateur qui est utilisé dans le dosage. Les formes circulantes sont parfois agrégées. On peut avoir des oligomères, des multimères de GH avec des formes qui sont des formes big ou big GH. C'est parfois plus rare et ces formes big sont des formes qui sont soit multimériques, soit des complexes liant la GH avec sa protéine porteuse tronquée. Mais ce qu'on recherche, c'est la forme monomérique 22 kilodaltons. Il existe différents dosages sur le marché. La standardisation n'est pas encore de mise. Donc attention à la sélection d'un dosage qui soit un dosage qui soit
standardisé sur le dernier calibrateur de GH recommandé par l'OMS. Avoir un anticorps monoclonal et limiter la réactivité croisée par rapport à la forme de 20 kg d'Alton sont des aspects techniques qui peuvent vous aider à guider déjà dans un premier temps la réflexion sur je suis confronté à un choix de différents dosages, est-ce qu'il répond à ces exigences. Les dosages de GH ne sont pas disponibles pour tous les fournisseurs. Et on se retrouve souvent à intégrer un dosage de GH avec un automate compagnon de chaîne plus automatisée, ce qui est notre cas. Et alors on a des dosages, et c'est non négligeable, qui ont progressé fortement en sensibilité. Donc les dosages, et notamment celui qu'on utilise, ont des sensibilités fonctionnelles qui sont aux alentours de 0,1, 0,15. Et donc on est tout à fait performant en termes de sensibilité, de discrimination sur ces valeurs de nadir. Donc là aussi, le critère de la limite de quantification est extrêmement important. Ah tiens, il revient, mais on va le passer parce que vous l'avez déjà entendu. Donc beaucoup de défis pour le dosage de la GH. Il évolue, il y a encore du travail de standardisation. Le dosage de l'IGF-1, à peu près le même topo. On a la chance d'avoir accès à des dosages automatisés. Maintenant, on avait il y a quelques années un très très bon dosage qui était, pour ceux qui l'ont connu, celui de la firme Nichols. Nichols ayant fait faillite, il a fallu trouver des alternatives et plusieurs sociétés sont arrivées avec des dosages d'IGF qui sont devenus très performants. C'est le maître à chat pour juger de cette exposition à la GH. On est sur une structure de plus faible poids moléculaire. On a la nécessité, pour que le dosage soit efficace, d'avoir une étape de séparation avec les protéines porteuses, donc avec les IGF-BP. Et cette capacité de séparation est un des critères d'efficacité du dosage. Et pour schématiser un petit peu la manière dont se passe un dosage d'IGF, vous avez cette forme à très haut poids moléculaire qui est le complexe ternaire formé avec la protéine porteuse, l'ALS et l'IGF. Et puis on a un certain nombre d'autres complexes circulants de plus courte demi-vie. Et donc, ce n'est pas ces complexes qui sont ceux qui vont réguler la biodisponibilité de l'IGF, c'est le complexe à haut poids moléculaire à longue demi-vie qui régule la biodisponibilité de l'IGF pour les tissus. Et donc, c'est important d'avoir ce complexe pour avoir un effet prolongé de l'IGF. Donc voilà, d'où l'intérêt de pouvoir dissocier l'IGF de son complexe pour voir quelle est la capacité totale d'IGF chez un sujet. Donc il y a une première étape dans le sérum au moment du dosage qui est une étape de dissociation de l'IGF de ces protéines porteuses. Pour ce faire, les fournisseurs ont développé un procédé où on passe en pH bas, en pH acide. On va dissocier l'IGF de ces protéines porteuses, et y compris de son complexe à haut poids moléculaire. On sature en IGF-2. Donc vous avez une étape où on va aller ajouter de l'IGF-2 à l'échantillon et saturer tous les complexes à même de refixer de l'IGF avant d'enclencher une étape de sandwich pour aller mesurer l'IGF qui a été libéré et qui ne peut plus se refixer à ces complexes de protéines porteuses. Et donc c'est un dosage en sandwich pour cette mesure d'IGF. Il est important que l'anticorps monoclonal qui est utilisé dans le dosage n'ait pas de réactivité croisée avec l'IGF-2. Alors je rappelle que la mesure d'IGF-2 peut avoir un intérêt, mais qui est vraiment, vraiment isolé dans certains cas d'hypoglycémie. Il n'y a pas de fournisseur avec des dosages automatisés ou semi-automatisés d'IGF-2. Il y a très très peu de labos qui font ces dosages d'IGF-2. Donc on a une espèce d'ingénierie un peu particulière pour ces immunodosages d'IGF. Et il faut savoir maîtriser ces complexes pour avoir un dosage performant, et ce n'est pas donné
à tout le monde. Donc on a un standard qui a été défini pour harmoniser les dosages d'IGF. C'était encore plus flagrant entre différences de comparaison avec les différents fournisseurs il y a quelques années. On progresse. Vigilance sur les variations de l'eau. Un point d'attention, donc soyez attentifs à vos CQI. C'est quelque chose qui pouvait être un peu plus sensible il y a quelques années. On décrivait beaucoup de variabilité interload réactif pour l'IGF. Ça s'est amélioré, mais donc soyez attentifs à votre gestion CQI, CQE, parce que c'est parfois un peu plus délicat que pour d'autres paramètres. Ce sont des dosages qui s'intègrent dans des perspectives automatisées pour les labos, soit directement, soit dans des automates compagnons qu'on peut raccorder sur des tracks automatisés, ou alors des automates compagnons en stand-alone que vous allez avoir dans le labo en complément de modules plus automatisés. On est dans un cas de figure à Saint-Luc où on travaille dans un format où l'automate est en stand-alone par rapport à notre grosse chaîne automatisée. On est utilisateur pour la GH, l'IGF, notamment d'un instrument qui est l'instrument liaison XL de Diasorine. Il y a d'autres perspectives qui arrivent en termes de miniaturisation et de complément avec des versions qui sont plus petites de cet automate. Et le retour que je peux vous faire sur cet instrument est un retour sans vouloir faire trop de pages promotionnelles, mais je vous fais un feedback de terrain qui est un retour de robustesse d'une part de l'instrument. Après, en termes de performance, ce qui est tout à fait intéressant, c'est la sensibilité fonctionnelle pour l'IGF et la gamme de mesures de manière générale. Pourquoi est-ce que j'insiste sur la sensibilité fonctionnelle? Dans certains cas de GH déficience sévère, on peut avoir des taux d'IGF qui sont très bas. Ce qu'on aime bien avoir, c'est une sensibilité fonctionnelle aux alentours de 15 picogrammes par millilitre. Ici, on a une sensibilité fonctionnelle qu'on avait déterminée sur site, qui était aux alentours de 15 ou 16, donc qui était tout à fait par rapport, en accord par rapport à nos attentes. Donc, un dosage sensible, un dosage qui peut aussi mesurer à des valeurs plus élevées, 1000, 1500, parce que dans l'acromégalie, on peut rencontrer ce type de concentration. On dilue rarement, finalement, parce que les concentrations qui ont été proposées par les fournisseurs matchent avec la gamme dynamique incluant l'acromégalie. Ce qui est super, super important, j'ai déjà fait le commentaire pour le bilan thyroïdien, c'est de personnaliser les valeurs de référence par rapport à l'âge. Il est évident que vous allez avoir la phase de croissance et donc d'avoir des tranches de référence IGF par tranche d'âge, c'est indispensable. Et vous voyez ici les données que l'on a obtenues sur Saint-Luc. C'est un travail fastidieux, mais donc on avait redéfini toutes les valeurs de référence pour pouvoir avoir ce normogramme et on rend nos valeurs par tranche d'âge et donc le clinicien voit afficher les valeurs de référence qui correspondent à la tranche d'âge. Ce que l'on a fait, c'est personnaliser aussi pour le genre. Et donc on a des valeurs de référence qui sont ajustées pour l'âge, pour les garçons, pour les filles. C'est super, super important. Ah oui, pour changer un peu de la musique, on va voir un petit tour de magie pour vous divertir. Il est très fort, c'est quelqu'un qui s'appelle Xavier Mortimer. Si vous allez sur YouTube, il a des vidéos qui sont super intéressantes. Techniquement, c'est pas facile. C'est comme les dosages d'IGF. Donc, on a besoin d'un dosage qui soit techniquement performant pour répondre aux attentes. Donc,
Je rappelle, IGF, maître achat pour les bilans de croissance. Un tout petit mot, parce qu'on est dans une séance qui est facteur de croissance, tout petit mot, et j'espère respecter le timing, on y est presque, sur un autre facteur de croissance, qui est et pour refaire le lien sur le cardiovasculaire qu'on évoquait tout à l'heure, qui est le Fibroblast Growth Factor 23, le FGF23, que vous connaissez peut-être, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à une SMCC précédente. Il y a un enjeu dans tout ce qui est cardiopathie et insuffisance cardiaque qui est de faire le diagnostic. On a des dosages performants pour ce faire qui sont les peptides natriurétiques. Après, il est important de personnaliser le traitement par rapport à certains phénotypes. Et biologiquement, on peut fournir un phénotype intéressant aux cardiologues pour juger de la sévérité et du risque à moyen ou plus long terme d'une complication cardiovasculaire. Et de plus en plus, si vous prenez les études d'efficacité des nouveaux médicaments de l'insuffisance cardiaque, on se retrouve avec des tests compagnons qui permettent de juger du bénéfice de ces nouveaux traitements. Il existe toute une série de marqueurs qui sont décrits dans la littérature, que ce soit des marqueurs associés à l'insuffisance rénale, que ce soit des marqueurs de nécrose, la valeur de la troponine comme un complément dans l'estimation de ce risque. Et il existe aussi le FGF23. La littérature est de plus en plus croissante. C'était un des nouveaux intervenants de l'axe PTH, vitamine D et régulation du métabolisme phosphocalcique. Le FGF23 est l'hormone phosphaturique la plus puissante qui existe dans l'organisme. Donc dans des bilans d'hypophosphatémie, et notamment dans le cas de certaines maladies rares, aller rechercher une mutation sur le FGF23 et de voir les concentrations circulantes, ça peut être intéressant. On est un chouïa plus loin dans l'utilisation de ce facteur de croissance, puisqu'il a été repris et décrit dans l'insuffisance rénale comme un marqueur complémentaire à la PTH pour juger d'outcome cardiovasculaire. Dans l'insuffisance cardiaque, et ça c'est à nouveau chez les dialysés le lien entre la mortalité, dans l'insuffisance cardiaque a été mis le même lien entre des élévations de taux de FGF23 et une mortalité cardiovasculaire. Pourquoi ? En plus d'être un facteur qui est un facteur régulant la phosphatémie et la synthèse de PTH, le FGF a un effet direct sur le cardiomyocyte. Et donc dès que vous allez avoir un trouble électrolytique, et notamment dans le cas de l'insuffisance rénale, dès que vous allez altérer le métabolisme phosphocalcique, vous allez sécréter du FGF23, qui peut avoir un effet hypertrophiant sur les cardiomyocytes, mais qui peut aussi avoir un effet inflammatoire, pro-inflammatoire au niveau cardiovasculaire. Et donc, on a ce cas de figure, insuffisance rénale, déséquilibre électrolytique et élévation du FGF23, trophicité cardiovasculaire, hypertrophie du ventricule gauche. Chez l'insuffisant cardiaque, qui est souvent malheureusement dans un tableau cardio-rénal, eh bien on a aussi une élévation du FGF23. Cette élévation du FGF23 se traduit par un risque d'hypertrophie cardiovasculaire, de nécrose myocardique, d'inflammation, et c'est un marqueur de mauvais pronostic. Il se fait aussi que le FGF23 est régulé par le fer. Et donc vous êtes avec une stimulation du FGF23 en cas d'anémie. Vous savez peut-être et certainement que le sujet insuffisant cardiaque est un sujet qui est un sujet souvent anémique, et qui a donc de multiples facteurs pour aller stimuler son FGF23. En plus de la fuite rénale, il y a cette exposition à une perturbation du métabolisme du fer. Et donc on a un marqueur qui est extrêmement intéressant à doser comme facteur pronostic et complémentaire des peptides natriurétiques. On a un marqueur qui est en train de sortir, et c'est ce qu'on a publié avec l'équipe de cardio, un marqueur qui est très intéressant dans un sous-type d'insuffisance cardiaque, qui est l'insuffisance cardiaque à fraction préservée, dont le diagnostic et le pronostic est toujours délicat, mais on a ici des liens directs entre les taux de FGF et la mortalité.
Et donc on a un marqueur qui est intéressant pour cette estimation de risque. Ça peut être un marqueur aussi intéressant dans la partie prévention, très tôt dans le décours de la maladie ou très tôt dans des groupes à risque, diabétiques, sujets hypertendus, aller mesurer des FGF23 pourrait être intéressant pour utiliser la fenêtre de prévention avant de développer un épisode plus aigu. C'est cette nouvelle réflexion autour de la prévention et l'utilisation de biomarqueurs dans l'insuffisance cardiaque, les peptides natriurétiques, des nouveaux marqueurs compagnons, est en train de se retrouver dans les recommandations des sociétés savantes de cardiologie. Certes, on n'est pas encore en stade 1, mais on progresse et intéressant de pouvoir proposer ces alternatives. Donc voilà, le message, attention au choix de dosage performant de GH, d'IGF, parce qu'ils sont super intéressants pour aider nos endocrinologues, les pédiatres dans des bilans de déficience en GH ou d'acromégalie. Et on dispose de nouveaux facteurs de croissance qui sont des facteurs de croissance comme le FGF23 qui peuvent être intéressants pour compléter des bilans de risque cardiovasculaire et pour lesquels on peut proposer un délai de réponse qui est aussi rapide parce que ces dosages sont devenus automatisés. Voilà. Merci à tout le monde pour votre attention. Merci pour l'invitation encore. Et heureux de pouvoir répondre à vos questions. Youssef. Oui, bonjour. Merci pour cet exposé très clair. Juste pour des enfants, quand on suspecte un déficit d'hormones de croissance, donc on fait l'IGF, mais parfois elle est basse, parfois elle est normale et il y a un déficit, on est obligé de passer par une épreuve. Donc, je sais pas, nous on donne du glucagon et on dose la GH. Oui. Et après, il y a un problème de seuil. Alors, il y a plusieurs publications. Quel est le seuil que vous prenez après ce test dynamique? Parce que suivant la publication, ce seuil change. Oui, et le seuil est très dépendant de la méthode. Donc, je pense que déjà, utiliser un dosage de GH ou d'IGF, alors GH hautement sensible, est requis. Après, les seuils que l'on a, on a un seuil qui est à 0,4 chez nous pour le nadir et on doit avoir un seuil qui est aux alentours de 4 ou 4,5 pour la valeur supérieure en test de stimulation. Donc, mais lié par rapport à la méthode qu'on utilise. Vous utilisez le glucagon aussi Non, ils sont plutôt avec soit au GTT, soit tests à l'insuline. Très peu de tests au glucagon dans notre institution. Et pour l'IGF, justement, la première question, l'IGF, quand elle est normale, ça n'exclut pas comment... Non, mais dans ces cas-là, le recours à l'IGF BP3 peut être intéressant pour compléter ce bilan qui ne va pas être contributif d'un point de vue IGF. Alors, le dosage d'IGF BP3 est moins accessible que les GH IGF. Il y a très peu de fournisseurs. Il doit y en avoir un qui a rendu le dosage automatisé ou semi-automatisé. Sinon, c'est de l'ELISA. Mais donc, on est plutôt dans... Et le BP3, on ne le réalise pas. On le sous-traite sur un autre site hospitalier bruxellois. Mais donc, on a plutôt recours à l'IGF, ou les pédiatres ont plutôt recours à l'IGF BP3 dans des bilans qui sont indécis. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de demandes d'IGF BP3 qui arrivent. Justement, si vous Pas permettez, pour continuer sur la même idée, justement, on est souvent sollicité par les cliniciens pour le diagnostic du déficit en hormones de croissance. Et si les tests dynamiques peuvent être réalisés sous observation en milieu hospitalier, donc en milieu privé, c'est très difficile. Donc, quel est le message à retenir? Est-ce que, d'après votre expérience, est-ce que l'IGF-1 peut remplacer les tests dynamiques?
est-ce qu'il y a un algorithme qui est, de test de première intention, de seconde intention? Donc, quel message pouvez nous donner justement pour éviter ces retards diagnostiques chez ces petits patients? Donc, premier message, les dosages de GH et d'IGF ont évolué, et fort heureusement. Donc on a des dosages qui sont performants sur les cas qui sont flagrants, déficit ou excès. Le clinicien va déjà avoir une bonne indication sur les cas les plus évidents. Quand il y a un doute, test dynamique, peut-être recours est une bonne option. Après, on le fait très rarement en ambulatoire hors hôpital. De notre côté, on a un centre de prélèvement dans l'hôpital et on a une prise de rendez-vous qui est dédiée aux temps dynamiques d'endocrinologie qui sont supervisés par notre médecin référent du centre de prélèvement. Et donc, ces tests doivent se faire sous supervision. Et c'est beaucoup plus difficile à programmer sur des polycliniques ou nous on le fait en clinique pédiatrique sous la supervision de pédiatres et animateurs, et le laboratoire s'occupe de toute la logistique du prélèvement. Ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. À Tanger. Oui, ce qui est extrêmement important dans ces cas-là, c'est attention au préanalytique, le bon étiquetage, le respect de la séquence des temps, le visuel d'affichage. On en a besoin, nous, pour l'interprétation des temps dynamiques, mais les cliniciens aussi. Et donc tout ça, quand ça peut être programmé efficacement dans le LIS, c'est super important. Hein. C'est souvent là où le bas blesse. Hein, ils ont inversé 2 étiquettes. Exactement. Au moment du... Il faut fournir toute la logistique, il faut être derrière toute la logistique, sinon... Est-ce qu'il y a intérêt toujours à associer 2 techniques, 2 tests dynamiques, par exemple le test insulinique et le test au bêta bloquant? Est-ce qu'il y a toujours, parce que les anciennes recommandations donc demandaient que lorsque la décision n'était pas, les tests ne sont pas concluants par rapport à l'IGF et à la GH, d'utiliser 2 tests dynamiques pour l'interprétation. C'est pas la pratique. C'est pas la pratique. On est surtout soit au recours à l'OGTT, soit éventuellement un test de stimulation, insuline ou glucagon, mais combiner les deux, non, pas à ma connaissance. Quand vous avez établi les valeurs de référence vous-même, oui. Est-ce que vous avez trouvé une grosse différence avec celle du fournisseur? Alors, à l'époque, quand on a fait ça, il n'y avait pas les valeurs de référence du fournisseur. Donc elles avaient été définies pour une tranche d'âge adulte, mais il n'y avait pas ce normogramme de distribution. On a eu la chance d'avoir une étude multicentrique pour laquelle on avait les échantillons à toutes les tranches d'âge et où on avait déjà aussi des concentrations indicatives d'IGF. Mais ça n'était pas disponible. Je pense que maintenant, c'est rentré, alors je l'espère, dans l'insert du fournisseur. Est-ce que ce sont nos données qui ont été reprises? Peut-être, ou elles ont certainement été combinées avec les données de Munich, Martin Bilding-Bayer, qui est un des labos de référence pour ces... Et donc on a dû le faire. Une dernière question? C'était pour savoir si on devait faire confiance aux fournisseurs ou... Mais toujours, je pense que c'est... toujours le point de vigilance. C'est indispensable, quand vous pouvez le faire, d'au moins avoir un échantillonnage d'une vingtaine de sujets pour contrôler des valeurs de référence. Et vous pouvez cibler certaines... Alors, c'est pas facile quand on voit le spectre de tranches que ça implique de dire on va prendre 20... mais déjà d'aller contrôler sur quelques tranches 20 sujets. Le FLM avait repris ce principe du 20 points de mesure. Si au moins 18 points tombent dans l'intervalle annoncé par le fournisseur, on est rassuré. Si on n'a pas 18 points, on doit refaire une inclusion de 20 nouveaux sujets. Donc j'ai tendance à dire vigilance. Si vous prenez les données des inserts des fournisseurs, vous allez
dans le meilleur des cas, avoir une idée des tranches d'âge des sujets sains qui ont été inclus, de la zone géographique, des origines ethniques, mais ce n'est pas souvent le cas. Généralement, vous avez la mention des valeurs de référence, vous avez un chiffre et puis ça s'arrête là. Donc, on sait très bien que quand on essaye de contrôler localement, on peut avoir des différences. Donc, c'est un prérequis d'avoir accès à des valeurs de référence revalidées localement. Et après, vous pouvez le faire de manière concertée et groupée. Une question, monsieur? Je pense que les données pour établir les références donc biologiques sont souvent données par les Européens ou les Américains. Alors le problème chez nous en Afrique, et je dirais en Afrique du Nord, quelles références prendre justement, que ce soit en pédiatrie ou... Les établir, je pense que vous avez eu une opportunité. Parce qu'on parle de sujets caucasiens, non caucasiens, enfin des non, histoires comme ça. je pense qu'il faut définir. Alors, on va aller chercher et ça doit se faire avec le consentement des patients. Il faut définir quelles sont les tranches d'âge, quel est le genre, est-ce qu'il y a des antécédents médicaux, est-ce qu'il y a une prise de médicaments, exclure. Donc il faut, et après, c'est toute l'originalité de ce type de valeur de référence revisitée pour des populations comme le Maroc. C'est de pouvoir, on voit trop rarement des valeurs personnalisées pour des populations marocaines. À mon sens, je ne connais pas suffisamment l'état de publication, mais c'est très utile. De mémoire, et pour avoir déjà été confronté, Bruxelles est très très multiculturelle. Et donc on a différents groupes de population, et à l'époque où l'estimation de la trisomie était encore biochimique, on pouvait assez facilement comparer les taux de certains paramètres en fonction des origines ethniques. Et vous aviez les fournisseurs qui annonçaient la tranche caucasienne, vous aviez la tranche africaine, mais qui était plutôt africaine du Sud, noire africaine. Et quand je voyais les concentrations circulantes pour des populations qui étaient plutôt marocaines, tunisiennes, algériennes, c'était pas tout à fait comparable. Et donc je pense que de repersonnaliser des valeurs de référence localement, c'est un enjeu important, parce qu'on est à l'ère de la médecine de précision, c'est utile. Très bonne remarque. C'est un travail à faire. Oui, mais c'est un travail, c'est indispensable. C'est indispensable. Et souvent, quand on lance des campagnes de recrutement à des volontaires sains, vous trouvez des volontaires qui sont heureux de donner leur sang pour aider à personnaliser les valeurs de référence. Donc c'est dans les équipes, on trouve très vite un groupe sur lequel on peut aller valider ce qui est annoncé par le fournisseur. Une dernière question avant de clore cette session très intéressante. J'en ai une. Oui, alors allez-y, je vous en prie, madame. Un trouble de croissance, le clinicien va plutôt vers la TSH. Oui, c'est logique. Oui, voilà. Donc, quel est votre avis? Quelle est la priorité? Qu'est-ce qu'on peut, orienter? Tout à fait. Je pense que dans un diagnostic de novo, avoir accès à l'axe GHIGF, la TSH et un bilan hypophysaire, c'est cohérent. On sait très bien que la dysfonction thyroïdienne est associée aussi à des troubles du métabolisme et peut être associée à des troubles de croissance. Donc, il n'est pas anormal de mesurer la TSH dans ce type de bilan pédiatrique. Ça me semble très cohérent, et c'était dans la partie diagnostic différentiel. Donc il faut demander les deux en fait. Oui, et ça... Dès la première consultation. Ça, c'est au pédiatre de juger, mais je pense que ça fait sens d'aller mesurer la fonction thyroïdienne dans ce type de démarche. Et vous êtes dans un cas où
on consolide le bilan hormonal sur le même tube. En pédiatrie, où on peut parfois avoir des enjeux d'avoir le volume suffisant pour faire le dosage, si on a déjà accès à 1 ou 2 millilitres de sérum, on sait faire une bonne partie du panel hypophysaire que j'évoquais au début, et ce, incluant GH et IGF. Donc, oui, en systématique, ça se discute, mais c'est tout à fait rationnel de faire la TSH. Effectivement, donc, dans ce cadre, le pédiatre passe par plusieurs stades avant de penser au déficit en hormones de croissance. Déjà, est-ce qu'il y a une alimentation équilibrée? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de malabsorption, maladie cœliaque? Est-ce qu'il n'y a pas de problème psychologique? Parce que là aussi, on peut avoir des retards de croissance. Et ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment l'hormone de croissance, c'est laissé en dernier stade d'exploration. C'est ça. La TSH et l'IGF-1, parce que l'IGF-1, c'est un dosage facile. La TSH aussi. L'hormone de croissance, je pense que ça sera en deuxième intention. Mais... Voilà. Donc c'est un bilan qui va être rendu rapidement aussi. Hein, donc pour le pédiatre, ça peut aider. Oui. Alors, on est obligé de clore cette session très intéressante. Moi-même, j'ai beaucoup de questions, mais on les laissera pour après. Donc, je vous remercie pour votre brillante intervention. Je remercie l'assistante. Et donc, il y a un déjeuner qui vous attend, bien chaud. Merci et bon appétit à vous.